Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Retrouvailles à Abidjan entre le président Alassane Ouattara et ses prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Une première depuis la crise post-électorale de 2010-2011. D'après le chef de l'État, d'autres réunions de ce type pourraient être organisées de façon régulière. L'appel du président nigérian Muhammadu Buhari adressé à l'Academic Staff Union of Universities. Le chef de l'État demande aux syndicats regroupant le personnel universitaire de mettre fin à leur mouvement de grève qui perdure depuis plusieurs mois déjà. Et puis, focus sur le vaccin antipaludique Mosquirix conçu par le groupe pharmaceutique britannique GSK. Un vaccin testé notamment au Kenya dans le cadre d'un programme pilote lancé en 2019 par l'Organisation mondiale de la santé. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, cette rencontre au sommet de l'État en Côte d'Ivoire. Ce 14 juillet, le président Alassane Ouattara a reçu ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Des retrouvailles notables puisque ces trois ténors de l'arène politique ivoirienne ne s'étaient pas réunis depuis la crise post-électorale de 2010-2011. À l'issue de leur réunion, qui aura duré un peu plus d'une heure, l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, a lu une brève déclaration devant la presse. Déclaration durant laquelle il a affirmé que cette rencontre visait, je cite, à renouer le contact et échanger dans la vérité, tout en favorisant la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire. Le contenu détaillé de leurs échanges n'a pas été divulgué, des échanges qui pourraient d'ailleurs devenir réguliers. Le président Alassane Ouattara a indiqué qu'il n'hésiterait pas à faire appel à ses prédécesseurs pour recueillir leurs avis. Écoutons-les. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire. Les uns et les autres considèrent que c'est une réunion extraordinaire, mais l'on doit considérer qu'elle est plutôt ordinaire et qu'elle sera régulière. Et chaque fois que mes prédécesseurs auront le temps de reprendre ces échanges, je leur ferai appel pour recueillir leurs avis et leurs recommandations. Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent. L'actualité, c'est aussi l'armée togolaise qui admet avoir commis une faute lourde après la mort de 7 enfants survenus dans le nord du pays. Le drame s'est produit dans la nuit du 9 au 10 juillet dans la localité de Markba à la frontière avec le Burkina Faso. Les victimes sont décédées lors d'une explosion. D'après un communiqué de l'état-major lu ce 14 juillet à la télévision nationale, je cite, « Un aéronef en patrouille nocturne a pris pour cible un groupe de personnes qu'il a confondu avec des djihadistes. » D'après la même source, l'armée a reçu des renseignements concordants faisant état de menaces d'infiltration de bandes armées désireuses de mener des attaques terroristes. Après cet incident, une délégation gouvernementale s'est rendue sur le lieu du drame pour présenter ses condoléances aux familles. Au Nigeria, la grève se poursuit au sein de l'enseignement supérieur, un mouvement initié par l'Academic Staff Union of Universities qui reproche au gouvernement de ne pas avoir respecté un accord conclu en 2009. Cette situation inquiète dans les rangs du pouvoir. Le président Muhammadu Buhari se dit en effet préoccupé par les répercussions de cette grève sur les étudiants. C'est Brandouke. Le président de la République du Nigeria, Muhammadu Buhari, s'inquiète de la tournure prolongée que prend la grève de la Academic Staff Union of Universities, l'association au sein de laquelle est réuni l'ensemble des enseignants nigérians du supérieur. À l'origine de la grève, la non-application du protocole d'accord que l'association a signé avec le gouvernement fédéral et de l'insistance du gouvernement à adopter un système de paiement et d'information du personnel par la convenance des enseignants qui disent préférer la University Transparency Accountability Solutions comme plateforme privilégiée pour le paiement des salaires de ses membres.
Nous en sommes actuellement au 5e mois de grève et les professeurs ne reçoivent pas leur salaire, les étudiants ne font rien, ce qui cause beaucoup de problèmes à la vie socio-économique du Nigeria. Il y a plusieurs réunions entre les autorités de la République fédérale du Nigeria et l'ASUU. Hélas, jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord qui ferait que l'ASUU mette fin à la grève. Ce qu'il faut, c'est que le président prenne des mesures plutôt que de simplement leur demander de lever la grève. L'ASUU essaie d'insister pour que les 200 milliards de naira demandés soient mis à disposition pour améliorer le système universitaire public du Nigeria. Le mouvement de grève, initialement lancé pour 1 mois, s'est indéfiniment étendu jusqu'à ce jour pour non-obtention de leurs réclamations. Une situation qui, selon le président de la République, a des répercussions négatives sur la psychologie des parents, des étudiants et des autres parties prenantes. Le président de la République s'est dit préoccupé et a lancé un appel lundi 11 juillet lors d'une réunion avec les gouverneurs de la All Progressive Congress, des législateurs et des dirigeants politiques à sa résidence de Dora dans l'état de Katsina. Nous espérons que l'ASUU compatira avec les personnes en grève prolongée. Vraiment, trop c'est trop pour garder les étudiants à la maison. Ne faites pas de mal à la prochaine génération pour l'amour de Dieu. L'avenir du pays repose sur la qualité des établissements d'enseignement et de l'éducation. La raison à l'origine de ce mouvement de grève serait enracinée dans une signature d'accord par le gouvernement de 2009 qui malheureusement n'aurait pas été respectée, causant au moins 9 mouvements de grogne. Le président a rassuré que le gouvernement reste à l'écoute et que les négociations se poursuivront. L'actualité nous emmène également en Libye où le président de la compagnie nationale pétrolière refuse de céder sa place. Moustapha Sanalla, en poste depuis 2014, s'est fermement opposé à la décision du Premier ministre sortant, Abdelhamid Dbeibah. Le chef du gouvernement, dont le mandat a expiré avec le report des élections, a décidé le 13 juillet de le démettre de ses fonctions. C'est Farhat Bengdara, ancien gouverneur de la Banque centrale libyenne, qui a été nommé pour reprendre les rênes de la compagnie. Un nouveau conseil d'administration a également été formé, mais ce changement majeur inquiète dans le pays. L'ambassadeur des États-Unis à Tripoli, Richard Nordland, s'est dit profondément préoccupé en assurant que la compagnie est restée, je cite, politiquement indépendante et techniquement compétente sous la direction de Moustapha Sanalla. Après le Gabon, la mission économique et commerciale en Afrique centrale de la francophonie a mis le cap sur le Rwanda. Du 11 au 13 juillet, conférences, ateliers, mais aussi rencontres d'affaires étaient au programme. L'occasion pour les participants d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakaïsenga. La première journée de la mission économique et commerciale de la francophonie au Rwanda a été lancée lundi 11 juillet par des présentations sur les opportunités d'investissement au Rwanda, suivies d'une série de questions par les hommes d'affaires participants et des témoignages d'investisseurs déjà actifs dans le pays d'Afrique de l'Est. Ce qu'on a souligné surtout ce matin, c'est la facilitation qui est donnée aux investisseurs qui veulent investir au Rwanda, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des opportunités d'investissement, mais il faut aussi savoir comment faciliter les investissements. Alors, au Rwanda, nous les facilitons, nous les attirons, mais aussi nous les accompagnons dans leur parcours d'investir au Rwanda. Le nouveau centre financier international de Kigali figure parmi les grands projets menés et promus par le gouvernement rwandais. Il a été présenté aux investisseurs de l'espace francophone comme étant une opportunité d'investir sur le continent à partir du Rwanda. Cette initiative, en fait, permet à tout investisseur ou à tout homme d'affaires de trouver au Rwanda les professionnels, les différents acteurs qui vont faciliter leurs transactions et leurs investissements. La prouesse que le Rwanda a réussi à faire en l'espace de 3 ans, c'est de mettre en place des lois, des règlements qui aujourd'hui facilitent toutes les opérations transfrontalières. Donc c'est vraiment important. Ce n'est pas le projet du Rwanda pour le Rwanda, c'est le projet du Rwanda pour le continent. La deuxième mission économique et commerciale de la francophonie en Afrique centrale a été organisée au Gabon et au Rwanda. Elle vise à intensifier les relations économiques et commerciales entre les entreprises des 88 pays francophones. Les 3 secteurs économiques mis en valeur sont le secteur de l'agro-industrie, les biens et services numériques et les énergies renouvelables.
Chaque année, plus de 260 000 enfants africains âgés de moins de 5 ans meurent du paludisme. Face à ces chiffres alarmants, l'Organisation mondiale de la santé a lancé en 2019 un programme pilote de vaccination antipaludique. Ce vaccin, dénommé Mosquirix, est notamment testé au Kenya, mais son fabricant, le géant pharmaceutique britannique GSK, est confronté à une forte demande. Zahra Mohamed Moutiou. Le projet pilote de vaccination contre le paludisme se poursuit au Kenya. Le Mosquirix, recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, est testé depuis 2019 dans le pays, dans le cadre de ce programme. Le vaccin du groupe pharmaceutique britannique GSK est le seul à ce jour à avoir montré une certaine efficacité contre le parasite. J'ai 2 fils. Mon fils aîné a 4 ans et 8 mois, mais le plus petit a 1 an et demi. Mon aîné n'était pas vacciné et il était malade par intermittence. Un jour, il avait le paludisme et l'autre jour, pas de paludisme. Quant au plus jeune, il a reçu le vaccin et il n'était même pas malade. Mais GSK pourrait ne pas pouvoir produire suffisamment de vaccins pour répondre à la vaste demande sans davantage de fonds de la part des bailleurs internationaux. L'arrivée de vaccins supplémentaires contre le paludisme pourrait coûter entre 325 millions et plus de 600 millions de dollars par an. GSK en reçoit beaucoup moins, ce qui risque de compromettre la lutte contre le paludisme qui continue de faire des ravages sur le continent africain. We are hoping that when the vaccine, because now it's recommended by WHO for use in protecting young children in sub-Saharan Africa. Nous espérons donc que lorsque le vaccin, désormais recommandé par l'OMS pour la protection des jeunes enfants en Afrique subsaharienne, sera déployé dans les zones où le paludisme est un gros problème, que plusieurs millions d'enfants recevront ces vaccins à partir de l'année prochaine. Next year when it becomes widely deployed in these areas where malaria is a big problem. Près de 90% des cas de paludisme dans le monde sont enregistrés en Afrique, où 260 000 enfants en meurent chaque année. La multinationale britannique s'est engagée à produire jusqu'à 15 millions de doses tous les ans jusqu'en 2028. Mais se pose toujours la problématique du manque de financement. Un mot de sport à présent avec la CAN féminine qui se joue actuellement au Maroc. Le pays hôte qui a d'ailleurs validé son ticket pour les demi-finales. Les Lionnes de l'Atlas se sont imposées ce 13 juillet à Rabat face au Botswana sur un score de 2-1. Une victoire également synonyme de qualification à la prochaine Coupe du Monde. Retour sur cette rencontre avec Ameneji. Les 2 premiers matchs des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine 2022 ont eu lieu mercredi 13 juillet. Le Maroc, pays hôte, a affronté le Botswana et l'autre rencontre a opposé le Sénégal à la Zambie. Concernant le Maroc et la Zambie qui sont qualifiés pour les demi-finales, je dirais qu'il n'y a pas, à mon sens, une aussi grosse surprise. Vous savez que le Burkina Faso, les étalons d'âme comme nous les appelons ici, étaient dans le même groupe que le Sénégal et le Maroc lors du premier tour. Le Burkina a d'ailleurs perdu par des scores étriqués 1-0, 1-0. Mais je pense que les Marocaines ont quand même beaucoup progressé et par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre d'elles et à ce qu'on savait du football féminin au niveau du Maghreb. Et la venue du Français Renard Pedros comme entraîneur, à mon avis, n'est pas étrangère parce que quand tu regardes quand même, il y a beaucoup de choses sur le plan tactique et les filles marocaines arrivent à pratiquer un football quand même assez agréable. Opposé au Botswana en quart de finale de la CAN féminine 2022, le Maroc a dominé son adversaire à domicile et validé sa qualification sur un score de 2-1. Les Marocaines assurent par la même occasion leur qualification pour la Coupe du Monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. De l'autre côté du stade Mohamed VI de Casablanca, le Sénégal a ouvert le score en premier sur un coup franc dévié de la tête par Ndeigena Ndiaye et les Zambiennes ont pu égaliser grâce à un but d'Avel Chitundu. Bien que les 2 équipes aient livré un face-à-face historique, l'aventure s'arrête en quart de finale pour les Lionnes à l'issue d'un score de 1-1. Les Lionnes de la Teranga se sont inclinées à la séance des tirs au but 4-2. Alors quant à la Zambie, c'est la belle surprise pour moi. Je sais que les Chipolo Polo Dames étaient une équipe en devenir, mais pas
en tout cas au point quand même d'atteindre ce niveau de la compétition. Je peux me tromper, mais en regardant leur match que j'ai pu observer lors du premier tour, quand même, c'est une équipe solide qui a en tout cas montré qu'elle avait de la ressource. C'est la première fois que deux équipes africaines entrent dans l'histoire de la Coupe du Monde féminine. Les Marocaines comptent désormais 4 victoires à leur actif et la Zambie poursuit également l'aventure en route pour disputer sa première demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et les Marocaines affronteront les Nigérianes en demi-finale. Les Super Falcons ont décroché leur billet en dominant le Cameroun sur un score de 1-0. Avec cette victoire, les Nigérianes participeront elles aussi au mondial féminin prévu en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023. Mais avant cette compétition, le Nigeria devra se concentrer sur les demi-finales de cette CAN. Le face-à-face avec la sélection marocaine est prévu le 10 juillet à Rabat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.